Donc aujourd'hui, pendant 1 heure, on va parler de tourisme social et solidaire avec une entrée acteur du développement local. Donc pour des raisons techniques, merci de couper le son de vos micros, comme je vous disais, hein, si vous n'intervenez pas, parce qu'autrement il y a de l'écho et c'est très très désagréable pour tout le monde. Donc je vous remercie par avance. Si vous avez pas de problème de connexion, vous pouvez garder vos caméras allumées parce qu'en fait, c'est toujours plus sympa de voir les gens et ne pas parler à un écran vide. Donc, merci pour ça. Bien sûr, si vous avez des problèmes de connexion, eh bien, une des solutions, c'est de fermer la caméra. Pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le chat. Hein, donc en haut, là, la petite bulle BD, afficher la conversation. Et là, du coup, vous pouvez mettre, poser vos questions au fur et à mesure. Et si vous voulez intervenir, vous pouvez aussi lever la main. Donc, et puis après, on vous donnera la parole. Mais on va privilégier les questions par le chat dans un premier temps, parce qu'en fait, on va vous décrire différentes. Enfin, il y aura plusieurs interventions et on prendra les questions à la fin. Donc, pour bien avoir les questions en tête, si elles sont notées dans le chat, c'est plus facile. C'est plus facile pour nous. Donc, il est 11h04. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je me présente, je suis Céline Karazinski, je suis animatrice du réseau rural Nouvelle-Aquitaine et je travaille à la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et je suis en charge de la cellule d'animation. Le réseau rural, il est piloté par le conseil régional et je vais laisser la parole à Cécile, bonne foi Claudet, pour que elle vous explique un peu pourquoi on est là aujourd'hui, le contexte et quelles sont cette série de webconférences. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je pense que tu peux enlever ton partage d'écran. Attends, hop. Comme ça, vous m'entendez et me voyez? Voilà, ouais. Très bien. Bonjour et bienvenue à tous du coup. Donc Cécile Bonnefoy-Claudet, moi je suis coordinatrice à la région Nouvelle-Aquitaine du réseau rural et puis d'un autre volet sur Leader. Peut-être un petit mot sur le cycle de webconférence, donc a été initié par Cap Rural de mémoire, et merci d'ailleurs Patrick d'être là et de participer, qui était un outil en fait qui avait été développé du coup par le réseau rural Rhône-Alpes et puis qui a été étendu à l'Auvergne avec la grande région, et puis qui a été proposé aussi aux autres réseaux ruraux régionaux pour faire un petit cycle de webconférences, comme ça, une webconférence tous les mois, un vendredi matin de 10 à 11, sur une thématique, un éclairage particulier ou un témoignage ou un retour d'expérience. L'idée étant de pouvoir balayer plein de champs différents et de faire un petit éclairage, et puis d'ouvrir du coup cette webconférence à tous les réseaux régionaux. Voilà. En Nouvelle-Aquitaine, en fait, il y a bientôt 1 an et demi de ça, au moment du lancement du réseau rural de Nouvelle-Aquitaine, il y a 3 thématiques principales de travail qui avaient été dégagées, en fait, suite à une enquête qu'on a fait auprès des acteurs ruraux de la région. Et parmi ces 3 thématiques, donc, il y avait la question du numérique et des tiers-lieux, la question des mobilités en milieu rural et la question du tourisme social et solidaire et de tout ce que ça pouvait impliquer en milieu rural. Avec la crise sanitaire, c'est notamment, mais pas que, c'est un thème qu'on n'avait pas eu le temps encore d'explorer, et que du coup on s'est dit qu'on allait lancer un petit peu aussi à travers cette webconférence, et puis on a vu que les collègues des réseaux ruraux, des autres réseaux ruraux régionaux pouvaient être intéressés.
On l'a un petit peu présenté lors de notre dernière assemblée générale qui s'est passée au mois de décembre dernier. Et on avait travaillé en fait cette thématique avec un partenaire avec lequel on travaille, qui va se présenter tout à l'heure, c'est l'UNAT. Et du coup, aujourd'hui, en fait, avec le partenaire UNAT et puis les collègues des services tourisme, on a fait le choix de vous présenter sous cet angle-là, en fait, vraiment en rentrant par le terrain, par un témoignage de terrain, avec l'expérience de la taillade qui va vous être présentée. Du coup, sous l'angle vraiment du tourisme social et solidaire, vraiment impliqué sur le territoire et qui tisse des liens localement et qui est vraiment acteur et parfois même moteur du développement local sur son territoire. Voilà, c'était le petit éclairage, la petite intro qu'on voulait vous faire. Et Céline, je te repasse la parole. Oui, merci beaucoup Cécile. Donc aujourd'hui, nous aurons une intervention de l'UNAT, de Karine Berdoula, qui est déléguée régionale de l'UNAT en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que tu peux nous dire un petit bonjour pour qu'on puisse te voir à l'écran, Karine? Tu coupes ton micro et tu nous dis bonjour, comme ça on t'identifie. Bonjour à tous. Voilà, très bien. Après, on a aussi donc le village vacances de la Taillade qui est représenté par son directeur Jean-Marc Digo-Clavel. Tu peux nous faire aussi… oui, merci. Et puis, on aura aussi François Foncé qui est chef de service aussi à la Taillade au village vacances et qui fait partie de l'association Solincité comme Jean-Marc, mais qui va nous rejoindre un petit peu plus tard parce qu'il est en déplacement actuellement. Donc, comme je vous le disais précédemment, le déroulé de ce webinaire, ce sera en 3 parties. D'abord, une intervention de Karine Berdoula de l'UNAT qui va nous expliquer c'est quoi le tourisme social, parce qu'on n'a peut-être pas tous les mêmes connaissances. On voit peut-être à peu près ce que c'est, mais dans la définition, c'est bien de nous faire… je pense qu'on est tous un rappel et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Après, on aura l'intervention donc de notre, on va dire, expérience qu'on veut mettre en avant aujourd'hui, qui est le village vacances de la Taillade dans le Lot-et-Garonne. Et puis après, ce sera la partie interaction, questions, où on prendra bien sûr toutes vos questions. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on se débrouillera pour le faire par la suite. Mais en tout cas, on essaiera de répondre au mieux à vos attentes. Donc, comme on n'a pas trop le temps, on va tout de suite enchaîner avec Karine qui va nous expliquer c'est quoi le tourisme social en général et puis la déclinaison en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que la Nouvelle-Aquitaine, c'est un territoire où il y a beaucoup d'actions ou pas dans ce thème-là? Alors, un petit calage technique. Cécile, est-ce que tu peux partager Oui, je suis en train le diaporama? Un petit… Voilà, ça arrive. Tac. C'est bon. J'espère que tout le monde voit bien. C'est bon, Karine, Oui, tu peux y aller. Mais bonjour à tous. Donc, moi, je suis Karine Berdoula. Je suis la déléguée régionale de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine. Donc, l'UNAT, c'est l'Union nationale des associations de tourisme. L'UNAT nationale existe depuis 101 ans. Nous avons pu fêter les 100 ans l'année dernière avec la crise. Donc, mais nous avons 101 ans. Et en région, toutes les régions, les UNAT en région ont été à peu près constituées dans les années 80. Donc, qu'est-ce que c'est que le tourisme social ? C'est au départ donc une idée généreuse et progressiste du droit aux vacances pour tous, avec un élargissement des acteurs qui venaient d'horizons un petit peu variés, qui étaient des associations, des mutuelles et d'autres organismes dans le mouvement du droit aux vacances pour tous. Aussi des accompagnements par les collectivités territoriales et l'État,
qui ont pu mettre en place comme ça des hébergements touristiques sur leur territoire. Donc, il y avait déjà ce lien de trouver sur son territoire un hébergement avec tout ce qui était autour, donc qui était l'emploi, l'attractivité économique. Et comme sur une vingtaine d'années depuis, avec la crise qui impose une adaptation aux évolutions sociétales, le tourisme social quand même évolue, mais garde toujours son engagement du droit aux vacances pour tous. C'est un tourisme qui est engagé, c'est avec une approche économique de gestion désintéressée. Excuse-moi, Karine, Oui. on n'a pas le déroulé du diaporama. Voilà. Ah, voilà. Merci. Une politique tarifaire accessible à tous ou également des projets qui sont montés par des structures d'aide au départ sur ces hébergements-là. Une offre de qualité adaptée aux clientèles. La volonté, comme je vous disais, d'une mixité sociale et vraiment une contribution au développement local et à la valorisation du territoire. C'est vrai, quand on parle de tourisme social, ce sont des hébergements, donc ça peut être des villages vacances, des centres de vacances pour mineurs, des centres sportifs, des auberges de jeunesse, des centres internationaux de séjour et également des organisateurs de séjour. Donc sur les vacances, au-delà du côté tourisme vacances, il y a aussi toute l'activité que peut proposer un hébergement sur son territoire. On a des exemples alors sur toute la France, sur tous les opérateurs de l'UNAC, mais aussi dans la région Nouvelle-Aquitaine. Vous aurez un exemple avec la Taillade en suivant. Mais certains peuvent mettre à disposition l'hébergement en dehors des vacances scolaires avec la collectivité pour des centres de loisirs. Certains ont une restauration collective et en dehors des vacances scolaires, cette restauration sert aux écoles, à l'animation, aussi pour les maisons de retraite ou autres. Et d'autres opérateurs aussi travaillent sur le territoire avec l'animation du territoire dans l'environnement, avec des interventions dans les écoles, sur les sites. D'autres aussi peuvent être vraiment dans une logique d'insertion des personnes avec des projets. Nous avons eu aussi des formations sur tout ce qui était restauration, où l'hébergement met à disposition des centres de formation la cuisine pour former tous les étudiants ou tous les professionnels. Voilà, beaucoup de choses qui sont mises en place sur les territoires avec les hébergeurs du tourisme en dehors des vacances qu'ils peuvent proposer. Je vous ai mis un petit peu par rapport donc à l'UNAC Nouvelle-Aquitaine. On peut avoir, excuse-moi, on peut avoir pas la diapo suivante, mais du coup la suivante encore. Donc là, ce sont tous les sur la Nouvelle-Aquitaine, donc tous les centres qui sont regroupés donc par le réseau UNAT. Donc c'est 172 structures qui représentent à peu près 2749 équivalents temps plein, plus de 38 000 lits touristiques. Et au niveau national, c'est plus de 1519 établissements qui représentent 235 000 lits. Donc c'est quand même important, le tourisme social est quand même bien représenté et important quand même en métropole et en Aquitaine, énormément aussi. Ce que l'on peut dire aussi sur le tourisme social, c'est qu'il est là quand il y a des besoins spécifiques, il est toujours mobilisé et toujours volontaire. Je vais vous donner des exemples avec la crise que nous avons subie. Le tourisme social, tous les opérateurs étaient là pour accueillir et les personnes qui devaient être en quarantaine, qui avaient attrapé dans les familles le Covid, ou étaient là également pour accueillir malheureusement toutes les personnes qui ont été en difficulté pendant cette période et qui sont toujours en difficulté pendant cette période. Également les femmes battues, il fallait les accueillir. Voilà, donc c'est vrai que le tourisme social a un rôle vraiment important, qui est malheureusement peut-être pas reconnu, mais il est toujours là pour aider les populations, pour aider les personnes qui ont des difficultés à partir en vacances,
toujours dans cet esprit de vacances pour tous et de mixité sociale. Et vraiment un engagement aussi auprès des territoires où ils sont implantés quand il y a des hébergements. Juste également pour vous dire que sur une étude que la région nous avait demandé de faire, on a quand même constaté que les saisonniers étaient de 80% des cas en région Nouvelle-Aquitaine à moins de 20 km du lieu d'hébergement. Donc c'est vraiment aussi des structures qui emploient du personnel saisonnier du territoire. Voilà, j'ai fait vite fait balayer, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Karine. En fait, tu voulais nous faire passer le message, effectivement, que les hébergements et toutes les structures d'action sociale, enfin de tourisme social, sont vraiment ancrés dans leur territoire et sont vraiment proches de tous les acteurs du territoire. Oui, tout Et à en fait, par rapport aux autres régions de France, la Nouvelle-Aquitaine est bien placée à ce niveau-là. Oui, alors on est bien placé. Il y a 3 régions qui sont vraiment. Il y a la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie maintenant, Oui. et alors l'Ora, ce qu'on appelle l'Ora, qui sont vraiment qui ont énormément d'actions sur le territoire. Les autres régions aussi, hein, mais c'est vraiment des régions qui ont pas mal d'actions. On est après toutes les régions en font, hein, tous les hébergements ont quand même un ancrage territorial qui est important. D'accord, merci. On va le voir aussi après avec l'exemple de la taillade, mais effectivement, ce sont aussi des structures qui sont souvent de type associatif, je pense, et qui sont très réactives en fait. Ont pu être réactives au moment du Covid, sont là pour mettre en place des choses très rapidement pour répondre aux besoins sociaux des territoires. C'est ce que tu voulais ça, aussi nous dire. Ouais, voilà. D'accord. Ouais, c'est aussi important. C'est un rôle qui est important au-delà de l'hébergement. Oui. L'hébergement. C'est pour ça que dans le tourisme social, il y a l'hébergeur, ce qu'on appelle l'hébergeur, et aussi des organisateurs de séjours qui vont faire partir les personnes en situation de handicap, d'autres structures qui vont aider au départ en vacances des personnes vraiment à faible revenu ou qui sont jamais parties en vacances sur des programmes, et ils se tournent automatiquement vers les hébergeurs qui vont proposer des tarifs très intéressants pour ce public-là. Je vais juste l'UNAT Nouvelle-Aquitaine et ses membres et la région Nouvelle-Aquitaine sont en train de mettre en place un projet, un grand bol d'air pour les étudiants, pour les faire partir sur des séjours à des prix réduits avec une aide de la région Nouvelle-Aquitaine et en complément de vacances ouvertes pour faire partir des étudiants qui actuellement ont des difficultés, souffrent aussi de cette crise. De l'isolement Exactement. Et c'est validé ça. C'est validé. C'est en cours de mise en œuvre. Isabelle Siron de la région travaille avec nous aussi et les services jeunesse. D'accord, très bien, très très belle initiative. Donc maintenant, on va laisser la parole à Jean-Marc pour qu'il nous illustre voilà, tout ce que tu viens de dire, Karine, avec le bel exemple de la structure qu'il dirige. Alors, petit calage technique, diaporama suivant. Alors, Jean-Marc, il faut que tu allumes ton micro. Je viens de réactiver mon micro. Voilà, très bien. Ça y est, c'est fait. Est-ce que tu vois la diapo? Voilà. Alors moi, j'entends complètement décalé. Je vois rien du tout. Oui. Tu vois pas la diapo? Là, je vois la... D'accord. Mais c'est surtout qu'au niveau du son, je suis complètement décalé. Ouais, c'est que tu dois avoir un problème de connexion. Là, on peut pas. Je m'entends, voyez, en résonance, et là, Ouais, c'est parce que nous, on t'entend très bien. Bon. On peut y aller comme ça, c'est bon?
Voilà, j'avoue que c'est un petit peu déroutant de m'entendre en résonance, mais je vais essayer. Bon. Donc en fait, tu vas nous présenter le village vacances de la Taillade, puis aussi Solincité pour l'association qui porte ce village vacances, et puis nous présenter les différentes activités qu'on peut trouver sur le site. Après, on l'illustrera par une petite vidéo pour que ce soit un peu plus vivant et que vous voyez en vrai, entre guillemets, si on ne peut pas aller sur place en ce moment, mais au moins que vous touchiez un peu l'ambiance de ce site-là. Et puis après, on partira plutôt sur les différentes activités et les implications dans le territoire. Donc, je te laisse la parole sur la première partie, Jean-Marc, sur la présentation de l'association et puis l'historique de cet établissement. Est-ce que tu ne serais pas connecté 2 fois? Jean-Marc? Ah mince, en fait, Jean-Marc, il était connecté 2 fois et je l'ai coupé là, sur le deuxième pour éviter qu'il ait de l'écho, et je pense que ça a coupé son micro. Ça a coupé son micro. Alors, on va essayer de... Excusez-nous. Non, il est bien désigné comme présentateur pourtant. Du coup, François est là. Voilà. Je pense que, voilà. Heureusement, François m'a sauvé, quoi. Excusez-moi hein, pour ce petit... Voilà, ça y est, vous m'entendez bien, là? Oui. Super. Bon, super. Moi, je ne vous ai plus en écho, donc c'est parfait. Merci. Et on est très touchés que vous ayez choisi le village de vacances de la Taillade pour vous faire cette petite présentation. Et on espère partager avec vous toute la passion qui nous anime et qui continue à nous animer depuis des décennies pour mener nos actions, quoi. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter l'association Solincité, parce que l'histoire et l'héritage qu'on essaie de faire fructifier aujourd'hui vient de loin. Il arrive fin des années 60, où une petite association dans un petit village qui s'appelle Escasfort du Lot-et-Garonne, un instituteur s'interroge sur la place des enfants en situation de handicap dans une zone très, très, très rurale. Vous imaginez le Lot-et-Garonne, fin des années 60. La question de la place des enfants en situation de handicap, ce n'est pas vraiment une question qui est prégnante. Cet instituteur se pose la question de l'accès à ces enfants à l'école. Il fonde une association avec quelques copains, instituteurs plutôt, pour promouvoir l'accès des enfants à la scolarité, de ces enfants en situation de handicap à la scolarité. Et ils fondent l'AEIH, et dès 1970-72, la question du loisir est de trouver des espaces pour que des parents qui partent jamais en vacances et des enfants qui eux-mêmes ne partent jamais en vacances puissent partager des petits moments en famille et surtout en vacances, loin du travail acharné qu'il y a à produire parce que ce sont souvent des familles d'agriculteurs, sur les terres. Ils trouvent, avec la caisse d'allocation familiale, un lieu qui s'appelle La Taillade, qui est un lieu qui est là depuis des années, qui ne sert pas à grand monde, et ils décident d'ouvrir un village de vacances. On est en 1972, et l'aventure de La Taillade commence avec l'ouverture de ce village de vacances, des toiles de tentes marabout récupérées dans les stocks américains, une vieille ferme qui est sur le site où on prépare la popote, tous en famille. L'histoire commence comme ça. Et cet héritage, cette conscience de l'utilité, je dirais, sociale et des vacances, je pense en disant cela au grand mouvement d'éducation populaire, je pense en disant cela aux batailles sociales pour les congés. Et cet héritage, nous, on continue à le vivre et à l'incarner, on essaie de l'incarner. Tenant compte que nous pensons qu'un lieu comme celui-ci, au-delà ou en plus du loisir, il a une fonction sociale très importante, et c'est dans cet état d'esprit qu'on continue, mais je vous en parlerai plus tard sur la fonction de ce lieu sur ce territoire. Donc je vous disais 1972,
on crée le village de vacances est créé. Et petit à petit, on voit qu'il y a des besoins sociaux sur ce territoire. Et un besoin particulier émerge. Ce sont souvent des hommes, des femmes, fils et filles de métayers qui ont travaillé la terre depuis l'âge de 12 ans, qui n'ont quasiment jamais été scolarisés, qui n'ont pas eu de vie de famille parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvent à 60-65 ans avec des corps usés. Peu ont cotisé au niveau de la sécurité sociale puisqu'ils ont été exploités par les grands propriétaires terriens. En tout cas, ces gens se retrouvent complètement désœuvrés, sans pouvoir travailler, souvent avec des problèmes d'alcoolisme. Voilà. Donc, il y a un problème, on est dans les années 80, il y a un problème social qui émerge à ce moment-là, et est créée sur le lieu une résidence temporaire pour personnes âgées pour répondre à ce besoin. Donc, il y a ces deux activités qui existent de façon permanente, à la fois la résidence temporaire pour personnes âgées qui répond à des besoins sociaux et en même temps le village de vacances qui accueille de plus en plus et qui travaille beaucoup en partenariat avec les allocations familiales, parce que les propriétaires, c'est la CAF, qui accueille des familles, je dirais, de tout horizon. Le temps passe et en 2007, est créé sur le site, à la place de la résidence temporaire pour personnes âgées, un foyer de vie qui existe encore, un foyer de vie, donc une structure médico-sociale qui accueille aujourd'hui 42 résidents de manière permanente, qui sont des personnes âgées pour certaines, vieillissantes pour d'autres, qui sont en situation de handicap psychique. Un gros partenariat au moment de la création, et ça c'est très intéressant, au moment de la création de ce foyer de vie, un partenariat très important a été mené avec la région pour moderniser les infrastructures du site. De mémoire, je crois qu'il y a quasiment 2 millions d'investissements qui ont été faits. Et l'idée, c'était de mutualiser à la fois la partie loisirs, c'est-à-dire le village de vacances, avec le foyer de vie. Mutualisation au niveau du personnel, au niveau des infrastructures. Ce que je veux dire, c'est que les infrastructures qui ont été financées par la région dans le cadre du développement touristique ont bénéficié d'une certaine manière aux résidents dans la qualité d'accueil, en renforçant la qualité d'accueil des résidents. De 2007 à 2010, voilà, des infrastructures plus modernes sont sorties de terre. Et depuis 2017, nous avons repensé le projet, non plus en considérant qu'il y avait deux entités distinctes sur le lieu, mais en se disant que c'était un site et un site partagé. Donc, on est rentré dans une logique de site partagé en se disant, au fond, les résidents sont des hommes et des femmes qui vivent, qui sont des habitants du village de vacances, qui peuvent apporter une plus-value au village de vacances dans son développement. Et on a créé tout un tas d'interactions au travers d'activités, au travers d'aménagements de chemins de randonnée, au travers du partage d'activités animées par des résidents au bénéfice des touristes qui viennent en vacances, liés au développement durable, liés sur des ateliers d'esthétique, du tai chi, voilà, tout un tas de réponses dites de loisirs. Mais pas seulement. On a estimé que, et on le revendique haut et fort systématiquement, encore une fois, qu'un site comme celui-ci, qui est unique en France dans son modèle d'organisation, est une plus-value pour le Lot-et-Garonne, est une plus-value pour notre territoire, pas seulement en termes de réponse sociale, mais en termes de réponse à l'emploi, puisque d'abord on est ouvert toute l'année, c'est une organisation qui fonctionne tout le temps, 40 salariés qui sont sur le site, au plus haut dans les saisons d'été, on est à 40, presque une cinquantaine de salariés. Et on développe aujourd'hui sur le territoire de Casteljaloux, sur la commune de Casteljaloux, l'association a acheté un immeuble où là aussi… Ah, c'est pour la fin, ça, normalement, Jean-Marc. Ah, pardon, excusez-moi. Pardon. Ouais, voilà. J'espère que j'étais clair sur… Tu t'emballes. Oui, pardonnez-moi. On leur montre le petit film. Normal, je respecte même plus. Avec plaisir. On montre le petit film, comme ça donne un aperçu. Oui, ok, allez. Pour ça, je reprends mes notes. Je lance. Pardon.
Voilà pour l'image et puis l'infrastructure qui héberge donc plein d'activités. Donc, est-ce que tu peux nous en dire sur plus sur les différentes activités qui sont proposées et les liens qu'il peut y avoir avec le foyer de vie? Voilà. Donc là, je vais laisser la parole à François, qui va vous expliquer l'ensemble des activités. J'insiste, permettez-moi d'insister sur cette dimension d'inclusion des habitants, des résidents du foyer de vie, qui sont aujourd'hui partie prenante de ce qu'on nomme le développement de l'activité du village de vacances. Ils jouent un rôle fondamental. Je parlais d'éducation populaire tout à l'heure. Je parlais des valeurs d'éducation populaire, des batailles sociales sur le tourisme social. La question de l'inclusion des personnes en situation de handicap aujourd'hui est un vrai sujet. Et c'est encore une fois dans cet état d'esprit qu'on utilise qu'il y ait une synergie entre un dispositif et l'autre. Foyer de vie et village de vacances, c'est dans cet état d'esprit et c'est important de dire que c'est pour nous un acte militant que nous revendiquons haut et fort. Et je laisse la parole, sinon je vais encore m'emballer, à François. Merci. Bonjour François. Bonjour. Donc, je reprends le fil donc, sur ce qu'on peut proposer sur le village vacances. Donc effectivement, donc j'imagine, j'ai loupé le début, mais j'imagine que Karine a défini le tourisme social avec l'accès des loisirs et des vacances pour tous. Effectivement, donc nous sur le site, il y a non, c'est la diapo d'avant, Cécile. Ouais, c'est la diapo juste d'avant. Effectivement, où on va proposer des vacances pour tous et notamment sur le territoire, on peut toucher des publics, y compris Lot-et-Garonnais et y compris pas très loin de chez nous, parce qu'on a la particularité, nous, d'être dans le Lot-et-Garonne, mais dans la partie un petit peu landaise du Lot-et-Garonne, on va dire, donc au sud-ouest, et ce qui fait que même des personnes qui habitent à 20 km, eh bien, quand on arrive à la Taillade, au milieu de la forêt, il y a quand même un dépaysement qui s'opère. Donc, pour tout ce qui est, donc on a maillé un très fort réseau d'associations sociales qui est dans le social. Donc, je pense à Vacances et Familles, par exemple, avec l'ASE du département, où aujourd'hui on accueille quasiment tous les week-ends 4-5 jeunes qui viennent respirer ou en tout cas avoir un peu de respiration sur la pression éducative qu'ils peuvent avoir tout au long de la semaine. On a un centre de loisirs. Alors, c'est vrai que pour les villages vacances, souvent, on a des clubs pour enfants. Nous, sur le site, on a la particularité vraiment d'avoir un centre de loisirs déclaré jeunesse et sport sur l'été. Et on est même en pourparlers pour l'ouvrir sur le territoire très prochainement. Donc, on travaille avec pas mal d'associations qui accompagnent les familles aussi en difficulté. Donc, ça ouvre sur des séjours collectifs de familles mais des séjours collectifs qui n'ont pas vocation à rester collectifs. C'est-à-dire qu'on a travaillé notamment avec le CSLS d'Agen qui organise des séjours collectifs, mais avec le but du séjour, c'est aussi c'est des personnes qui ne sont jamais parties en vacances, donc qui n'ont pas forcément les codes de vacances. Et donc, l'idée, c'est vraiment aussi d'essayer de leur apporter ces codes et de faire en sorte qu'ils puissent derrière venir de façon autonome. Ça marche puisqu'on a des familles d'Agen qui sont venues d'abord dans un séjour collectif et qui après sont venues totalement de façon autonome passer une semaine. Donc après cet été notamment, après le Covid, on a beaucoup développé tout ce qui était répit, puisque c'était aussi une forte demande notamment sur le centre de loisirs, on a pu accueillir en inclusion des enfants qui étaient accompagnés par l'IME, parce que les jauges dans les colos, le nombre de colos qui ont été annulés également, ont baissé les possibilités, les opportunités pour ces enfants de pouvoir partir en vacances. Et donc, sur le coup, nous, notre centre de loisirs, il a accueilli de façon totalement inclusive ces enfants. Alors, c'était très intéressant parce qu'il y avait bien sûr les familles, les enfants qui étaient là en vacances avec leur famille, qui étaient accompagnés, comme d'habitude, avec une équipe d'animation. Et ces jeunes qui venaient, en fait, ils n'ont formé qu'un groupe. Alors, les jeunes
étaient aussi accompagnés par un éducateur spécialisé, mais en fait, c'était pas de façon stigmatisante. En fait, il n'y avait pas l'éduc qui s'occupait des jeunes de l'IME et qui suivait les animations proposées par les animateurs. Très vite, ça s'est transformé en une seule équipe et c'était vraiment fait de façon très inclusive et ça, c'était un des atouts de notre centre de loisirs. En termes de répit, donc on a pu travailler sur du répit aidant-aidé. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait habituellement avec des seniors notamment et le dispositif NCV Seniors en vacances. Mais cet été, on a pu aussi travailler avec des associations telles que l'IRSA, qui ont subi le confinement, avec des familles qui ont subi le confinement, avec des ruptures de prise en charge de leurs enfants et qui avaient vraiment besoin de souffler au moment des vacances. Donc, pareil, avec une éducatrice de l'IRSA, on a pu accueillir et offrir des vacances à ces personnes avec à la fois des temps collectifs familiaux, mais aussi à la fois des espaces de respiration et pour les parents et pour les enfants qui étaient accompagnés aussi sur le centre de loisirs de la Taillade. Voilà, donc après, sur le site, effectivement, qu'est-ce qu'on va proposer? Il y a la culture du jardin biologique, donc ça, c'est une partie c'est la partie transversale, on va dire, entre le foyer de vie et le village vacances. C'est tout au long de l'année, les résidents participent à des ateliers, à des projets d'animation, et la nouveauté, c'est que ces projets sont pensés pour vraiment accueillir les vacanciers. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était pas tout à fait le cas. C'était on partageait, on voyait on organisait la rencontre des résidents et des vacanciers par des partages d'animation qui étaient animés par des prestataires ou des animateurs. Là, aujourd'hui, on va beaucoup plus loin et c'est très bien pour les deux. C'est-à-dire que là, les résidents, toute l'année, participent à ces ateliers, à ces projets d'animation et se forment progressivement à pouvoir eux-mêmes proposer ces animations aux vacanciers. Et là, la rencontre, elle est super. Tout simplement, elle est super. Et pour les résidents, parce que en termes d'estime de soi, c'est vraiment très fort. Et les vacanciers sont ravis de partager ces moments-là parce qu'en plus, et d'utilité sociale, donc parce que là, quand on parle d'inclusion, on y est. Et en plus, les vacanciers sont ravis de partager ces moments-là, parce qu'en plus, faut pas croire, c'est pas parce que c'est des résidents que ce sont des prestations d'animation à la baisse, faites par des personnes en situation de handicap, c'est vraiment des prestations de qualité. Et donc ça, c'est vraiment un accompagnement qui est fait par l'équipe éducative de ce côté-là, qui est vraiment super. Voilà, donc là, on parle du jardin bio. On a un petit jardin. Alors, on n'a pas l'agrément bio parce qu'on ne l'a jamais demandé, mais on pourrait l'avoir. On a un petit jardin. On a la mini-ferme avec de la volaille, avec des animaux. Donc, tous les matins, il y a le soin aux animaux avec les résidents, avec l'équipe éducative, les vacanciers qui y vont. Il y a des rencontres autour des animaux qui sont particulièrement enrichissantes, mais il y a aussi donc un petit chemin qui a été pensé par l'équipe et par les résidents. Donc là, ça a été tout le travail d'une année, mais qui a été pensé aussi en collaboration avec des éducateurs en formation, avec une école de formation, l'ADES, qui est sur le territoire et qui forme les futurs professionnels du social et qui a participé à ce projet avec les résidents, avec notre équipe éducative et qui a abouti sur l'aménagement d'un chemin alors de balade, de randonnée ou de balade, mais avec des petits ateliers. Et alors, il est en perpétuel mouvement parce que le chemin a été inauguré au début de l'été dernier. Mais ça a pris, donc là, les résidents participent toutes les semaines à des ateliers pour prévoir l'aménagement avec des parties ludiques, des ateliers ludiques, où on travaille sur le paysage, sur l'environnement, sur l'observation de ce qu'on peut voir dans notre forêt. Voilà, donc après, il y a d'autres ateliers comme le stretching, notamment, où là, on a notre animateur qui propose cet atelier stretching aux résidents. Et les résidents participent également avec les vacanciers à animer cette partie-là sur les temps de vacances et des ateliers d'esthétique également. Voilà. Oui, donc là, on est vraiment sur la mixité, en fait. La mixité avec le foyer de vie, avec les touristes lambda, avec le centre de loisirs, avec toutes des personnes de tout âge. Et c'est un ça. gros shaker. On parle vraiment de vivre ensemble parce que
Et c'est vraiment plus que de la mixité, c'est vraiment, ça fait société ensemble. Le temps des vacances, tout le monde est ensemble et il n'y a plus aucune il y a une réelle déstigmatisation des problématiques de handicap ou de vulnérabilité, quoi. Ça ne se voit plus, quoi. Ça s'efface complètement. Et ici, le handicap, et ça a toujours été vrai, et même dans le temps, nous, on avait des familles qui avaient des enfants en situation de handicap qui venaient ici, et leur témoignage, c'était de nous dire, mais ici, mon enfant qui fait une crise, il n'y a personne qui se retourne, c'est banalisé. Nous, le handicap est totalement ça banalisé. Fait du bien. Et ça fait du bien à tout le monde. Donc, en fait, ça, c'est la vie oui, à l'intérieur du centre ou du village. Alors, je vais repasser la parole à Jean-Marc. Mais après il y a aussi la vie à l'extérieur. Ah, vous avez dû toucher quelque chose. On n'entend plus. Oui. Là, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, vas-y, Jean-Marc. Oui, vous m'entendez là? Ouais, pardon. Non, je disais que je parlais en préambule des valeurs. Encore une fois, on est sur ce site, on est sur le vivre ensemble. Voilà, on est sur le vivre ensemble avec en résonance. C'est pour ça qu'à un moment donné, sur la vignette, on marque vacances, toujours des vacances. Le prisme, on est bien sur le loisir, l'accès au loisir pour tous. D'accord? Et sur des concepts de tourisme qui sont tendance aujourd'hui, développement durable, slow tourisme, et surtout des vacances qui pourraient ressembler à une expérience. Donc, on a des touristes qui viennent, vous disiez des touristes lambda, et on a des personnes, on est inscrit sur le Smartbox, on a des gens qui viennent en week-end sur des Smartbox, dans des yurts, dans des logements un peu atypiques, et on voit bien que les personnes se connectent avec ce projet sans aucune difficulté. Donc, en ce sens, il y a une vraie richesse et une vraie particularité qu'on revendique. Et je fais le lien avec le territoire. Vous comprenez dans mes propos et la façon dont même j'ai de le dire que on est absolument convaincu qu'un lieu comme celui-ci, il nous dépasse individuellement et collectivement. On est un lieu au service du territoire, au service des hommes. Le partenariat, j'écoutais tout à l'heure Karine parlait de l'UNAT. Le partenariat avec l'UNAT est extrêmement important parce que ça nous permet de nous ouvrir, de comprendre ce qui se passe ailleurs. Le partenariat avec la région, quand on a des interlocuteurs comme Madame Siron, par exemple, et qui nous dit « Ah, dans ce que vous me dites, je lis un projet de société, c'est important aussi qu'on puisse échanger. » Voilà, on est dans cet état d'esprit et on a besoin des autres pour valoriser cette action qui nous semble, j'exagère probablement un petit peu, mais ce n'est pas grave, je l'assume, absolument incontournable aujourd'hui pour un territoire. Le Covid vient de nous le dire encore plus que jamais. Donc là, on développe des partenariats, puisque, encore une fois, on considère ce lieu comme un acteur incontournable du territoire. Et on s'est inscrit complètement dans la dynamique. Dans le Lot-et-Garonne, on a la chance aujourd'hui, dans le Lot-et-Garonne, que le comité départemental du tourisme impulse beaucoup de choses sur ce territoire, parce que c'est une réponse à l'emploi, tout simplement, parce que c'est une réponse aussi à la lisibilité de ce territoire qui est peu ou pas ou mal connu. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a un Center Park qui va ouvrir. Il y a une réelle dynamique qui s'est mise en œuvre. Donc, nous, on est dans ces pas-là et on s'inscrit comme un acteur incontournable du tourisme avec une plus-value qui est des réponses sociales, puisqu'on appartient à la fois aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi au tourisme pour tous. Je parlais tout à l'heure d'un immeuble que nous avons acheté en plein centre-ville de Casteljaloux, où là, nous sommes en train de créer un café associatif qui aura évidemment des interactions avec le site de la Taillade. Sur le territoire de Casteljaloux, Solincité, c'est plusieurs autres services, puisque c'est une résidence d'accueil pour personnes isolées et c'est un groupement d'entraide mutuelle pour des personnes en situation de handicap psychique. Donc, vous voyez que tous ces services font interaction, mais toujours dans le prisme du tourisme. Voilà, globalement, voilà. Avec des financements, pardon, je terminerai là-dessus, des financements de l'Europe pour le café associatif, un partenariat qui est en train de se dessiner très fort pour que le centre de loisirs devienne un centre de loisirs territorial et des partenariats importants avec la Caisse d'allocation familiale sur notamment l'accueil de personnes en situation sociale très précaire. Voilà globalement le tour. Je pourrais vous parler, pardon, du Garo Rock.
qui est un festival très important pour notre territoire, où nous intervenons depuis quelques années maintenant, sur l'accueil des personnes en situation de handicap qui puissent accéder à ce festival avec des hébergements qui leur sont proposés sur le site de la Taillade et depuis peu sur un petit village qui s'appelle Gratteloup-Saint-Guérand, où là aussi, dans le cadre de la diversification de notre activité, nous gérons des appartements pour du loisir. Voilà globalement Pour qu'on se rende bien compte, Casteljaloux, c'est tout près, hein, c'est ça? C'est ça, on est à 6 km de la ville de Casteljaloux, voilà. une petite ville thermale. Ouais. Excuse-moi. Et Gratteloup, c'est un petit peu plus loin. Alors, Gratteloup, c'est plus près de Tonneins, donc on est à une vingtaine de kilomètres, D'accord. une trentaine de kilomètres du site de la Taillade, mais c'est la même dynamique, hein, c'est le même lien, c'est de la gestion d'hébergement, avec un petit village qui c'est passionnant parce que c'est un petit village de 450 personnes qui est très beau, qui est sur un promontoire, et à un moment donné, la mairie s'est interrogée, voyant ses habitants partir. La mairie s'est interrogée pour savoir comment ils allaient faire perdurer une vie dans ce lieu. Et les habitants ont rédigé un projet. Donc, ils ont créé un centre social, ils ont créé ces hébergements, un festival du livre de poche pour enfants, enfin tout un tas d'activités. Il y a une vraie dynamique dans ce village. Et évidemment, nous, on avait très envie de travailler avec eux. Donc, on est dans la gestion de ce village. Évidemment que ce village a pu être rénové, a pu se dynamiser grâce au financement de la région, de l'Europe, du département du Lot-et-Garonne, etc., etc. Les choses ne se font pas seules. Et je crois que ce qui est important, c'est, pour moi, peut-être je conclurai là-dessus, mais vous l'avez sans doute compris, deux éléments. Le premier, c'est de jamais oublier les valeurs qui nous animent. Le tourisme social, c'est pas rien, ça joue une fonction extrêmement importante dans l'aménagement du territoire, dans les politiques de vacances, etc. Et pour nous, aussi un acte, je le redis, un acte militant, hein, de recherche d'égalité. Donc on est habité et on incarne ces valeurs-là, on n'oublie pas d'où on vient. Et l'autre point, c'est que seul, on ne peut pas faire les choses. Et je crois qu'il faut aller batailler, il faut aller chercher les partenaires locaux. Et je pense que les gens sont réceptifs à l'authenticité, en tout cas, de nos propos. Voilà. Merci Jean-Marc. Il nous reste 10 minutes pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas à prendre la parole si techniquement vous pouvez ouvrir vos micros, j'espère, ou nous faire signe. Non. Alors moi, j'en ai plein de questions. Au début, tu disais, je ne me souviens plus, mais une trentaine de salariés, c'est ça? Une vingtaine sur le site? Alors, en plein été, c'est une quarantaine. Plein été, de manière permanente, c'est 30 salariés. En plein été, c'est entre 40 et 50 salariés, quoi. Et du coup, c'est des gens, c'est des étudiants, c'est des gens du secteur, c'est… Alors, nous, sur les 40 salariés… Et est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile parce que le bassin d'emploi sur ce territoire est très pauvre et c'est compliqué. Néanmoins, on s'adresse à beaucoup d'étudiants qui sont des étudiants dans le travail social ou dans l'animation socioculturelle, moniteurs d'éducateurs, éducateurs spécialisés, étudiants BPGEPS, DUT carrière sociale, voilà. Mais c'est compliqué parce que il faut les héberger, il y a peu de ressources sur ce territoire, donc c'est souvent on a des salariés qui arrivent jusqu'à Toulouse, quoi, qui viennent travailler ici. D'accord. Mais vous arrivez toujours à recruter le nombre de personnes qu'il vous faut avec les compétences adéquates. Ouais. D'accord. Oui, mais ça reste un gros travail, quoi, ouais. Et vous avez aussi des apprentis ou des… Alors, dans le cadre du foyer de vie, oui, le conseil départemental nous autorise à avoir ce qui sont considérés comme des emplois aidés. Ce sont 2 apprentis en général, le temps de leur formation, ou éducateurs spécialisés ou moniteurs d'éducateurs. Mais ça, c'est plutôt dans le cadre du foyer de vie. Mais encore une fois, quand on parle d'emploi, dans le nombre que je cite,
une trentaine de salariés permanents sont rattachés au foyer. C'est énorme. C'est énorme, mais l'intérêt et la plus-value du site, c'est qu'il y a une mutualisation qui est faite des ressources humaines et matérielles sur le site, ce qui fait que ces personnes-là rendent des services aussi au village de vacances. Oui, bien sûr. Ils ne sont pas enfermés. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne sont pas enfermés dans leur fonction du foyer. Le cercle vertueux pour lequel aujourd'hui et je crois que le message est bien passé là. Il y a vraiment des ponts. C'est pas du tout cloisonné en fait. C'est pas votre mot la cloison. Hein. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça, effectivement, ouvrir et puis aller à la rencontre. Aller à la rencontre des gens et voilà, c'est ce qui est passionnant et c'est ce qui fait encore une fois peut-être la rareté du lieu, en tout cas la richesse de ce lieu-là et diriger un lieu comme celui-ci avec les personnes qui y sont et qui, quand elles restent, c'est qu'elles sont habitées par ce projet, c'est absolument c'est une chance dans une carrière professionnelle, hein, évidemment. Et vis-à-vis du Covid, en fait, comment vous vous en sortez aujourd'hui? Alors, j'ai cru comprendre qu'effectivement, vous avez servi de, on va dire, roue de secours pour pas mal d'associations et aussi de familles. Mais aujourd'hui, ça fonctionne comment? Est-ce que vous avez une visibilité pour la saison prochaine? Alors, je dirais que là, il y a là aussi deux éléments. Le premier, c'est un paradoxe, mais la gestion de ce Covid, de cette crise sanitaire, est pleine de paradoxes. On était en fermeture administrative sur le village de vacances et le conseil départemental de Lot-et-Garonne nous a sollicité en urgence pour accueillir des enfants qui étaient en détresse, des enfants de l'ASE qui étaient en détresse et qui avaient besoin d'un lieu comme celui-ci pour se ressourcer. Donc on a ouvert le village de vacances alors même que oui. Tout le monde d'une fermeture administrative, mais c'est une injonction du département et de l'ARS, donc on a ouvert. Donc ça c'est un paradoxe. Le deuxième paradoxe, le deuxième élément, je dirais que la crise, d'un point de vue économique, nous frappe comme tout le monde, puisque, en étant tout à fait transparent, je crois qu'on va terminer l'exercice 2021 à moins 100 000 € à peu près. Donc on voit bien qu'on est dans une situation financière, malgré qu'on a toujours continué à travailler, on est dans une situation financière qui est inquiétante aujourd'hui. En même temps, la grande satisfaction, c'est qu'on a pu offrir à des personnes qui vraiment ont souffert du Covid, de l'isolement, du confinement. Vous imaginez des personnes dans la banlieue d'Agen, dans des appartements qui n'ont pas pu sortir pendant des mois, trouver un lieu qui pouvait les accueillir, ce que ça pouvait signifier. Des personnes, que François l'expliquait tout à l'heure, qui ont des enfants qui sont non-voyants, isolés, enfermés entre quatre murs pendant des mois, comment les enfants peuvent réagir. Voilà. Et nous, finalement, on les a accueillis. On a respecté évidemment les gestes barrières et les protocoles sanitaires. Finalement, c'était un lieu presque de liberté, puisque au niveau du foyer de vie, on n'a pas eu un seul résident qui a eu le Covid, hein, alors que des EHPAD, alors que d'autres établissements étaient frappés de plein fouet par ce virus. On n'a pas eu de personnes qui, au niveau du foyer de vie, qui ont complètement décompensé alors que ça aurait pu être le risque. Et finalement, c'était un espace de liberté, c'est resté un espace de liberté pendant toute la crise. C'est la satisfaction, en dehors du fait que, effectivement, à moins 100 000, on n'est pas super joyeux. Voilà. On a une question dans le chat. Y a-t-il des projets similaires, pas loin ou ailleurs? Alors, il ne me semble pas qu'il y ait, de la connaissance que j'ai, le modèle d'organisation tel qu'il est aujourd'hui sur le site est unique en France. Donc, sur le territoire du Lot-et-Garonne, en proximité, il ne me semble pas qu'il y ait un modèle similaire à celui-ci. Et puis, si c'était le cas, on les considérait comme des concurrents, donc, parce qu'on est aussi dans une démarche commerciale et on se veut être le leader du tourisme social sur le territoire. Donc, mais à ma connaissance, il n'y a pas de concurrence sur ce créneau-là. Non,
Tu confirmes, Karine? Oui, oui, avec toutes les activités qu'ils proposent et la mixité des publics qu'ils ont sur le site et toutes leurs actions, non, à ma connaissance, il n'y a pas le même modèle, même dans le tourisme social en France. Et sur la crise, je reviendrai juste un petit peu sur la crise, c'est vrai que Jean-Marc peut ouvrir, peut accueillir, mais c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Mais certains ont, voilà, comme peuvent accueillir les enfants, comme disait Jean-Marc, de l'ASE, hein, pour leur donner un petit peu de respiration, éviter toutes les souffrances, et également pour les situations, les personnes en situation de handicap ou l'organisation de séjour est encore possible. Par contre, tout ce qui sera accueil de mineurs est interdit dans les colonies de vacances, et tout ce qui est vacances en pension complète est complètement interdit. Donc, ça sera que de la location. Et les perspectives sont toujours difficiles à voir sur 2021, puisqu'on n'a pas du tout de date, de possibilité de réouverture pour certains établissements comme les centres de vacances, ou d'activités complètes pour les autres organisateurs ou hébergeurs. D'accord. En fait, il y a une question dans le chat qui dit c'est très inspirant en fait comme expérience, et si d'autres personnes ou porteurs de projets ou d'autres régions voudraient s'inspirer de ce village, est-ce que Jean-Marc, tu les accueillerais? Avec plaisir. Non, avec plaisir, avec plaisir, parce que vous l'avez compris, c'est partager ses convictions, c'est quelque chose d'essentiel, et oui, on est convaincu qu'on porte quelque chose de bien, quoi. Enfin, que ce projet, il a de la valeur, et encore une fois, c'est un héritage, c'est 1972, voilà, cet héritage, on nous l'a transmis, et il faut en faire honneur, et bien sûr que le partager, ça fait partie de militants aussi, quoi. Et oui, bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Ça m'aurait étonné que tu dises non, mais bon, si jamais. Je voudrais, pour clôturer ce webinaire, passer la parole à Isabelle Siron du Conseil régional pour un petit éclairage, en fait, par rapport aux aides, comment on peut aider ce genre de structure. Enfin, j'allais dire nous, les collectivités, mais moi, je ne suis pas une collectivité, mais Alors, je me sens un peu impliquée quand même. Bonjour à tous. Donc, pas forcément une collectivité, hein, ça peut être un acteur privé. Dans le règlement d'intervention tourisme social de la région, on peut accompagner la rénovation de tout ce qui est hébergement du tourisme social, que ce soit, comme le disait Karine tout à l'heure, un village de vacances, une auberge de jeunesse, un centre international de séjour ou un centre de vacances. Donc, il y a des modalités financières pour accompagner la rénovation. Alors, pour la région Nouvelle-Aquitaine, pour tout ce qui est village de vacances, centre international de séjour et auberge de jeunesse, on intervient à hauteur de 25% du coût total hors taxe, qui est plafonné à 1 million. Pour ce qui est centre de vacances, on intervient également à 25%, mais c'est plafonné à 500 000 €. Il faut savoir qu'on est en train de préparer les programmes européens, les prochains, 2021-2027, et qu'il y aura certainement aussi des cofinancements européens qui pourront être mobilisés pour les projets de rénovation. Donc, c'est vraiment un axe et une orientation très forte de la politique touristique de la région. Accompagner effectivement la rénovation de ce parc en Nouvelle-Aquitaine pour une accessibilité du plus grand nombre, autant de vacances et loisirs. D'accord, merci beaucoup Isabelle. Je rajouterais juste que la région Nouvelle-Aquitaine quand même accompagne vraiment, que ce soit les opérateurs du tourisme, organisateurs du tourisme social, ou les services aussi de l'ESS, ils accompagnent beaucoup dans la région, ce qui n'est pas le cas chez mes homologues des autres régions, hein. On a cette chance-là. Bon, mais tant mieux. Alors, merci. Merci beaucoup à tous. Je vais laisser le mot de conclusion à Cécile, et je vous invite à rejoindre le prochain webinaire qui aura lieu le 9 avril. Il sera animé par le réseau rural normand, et il sera sur favoriser l'installation de nouvelles populations en milieu rural.
le 9 avril. Je parole, Cécile, et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures avec le réseau rural Nouvelle-Aquitaine. Oui, bah merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup à Jean-Marc et à François pour vos témoignages. Je pense que tout le monde a compris un petit peu pourquoi on avait choisi de faire un éclairage sur ce projet-là. Voilà, qui a vraiment du sens et puis qui est complètement relié à son territoire. C'était vraiment l'angle qu'on voulait choisir et qu'on voulait illustrer. Et puis aussi, voilà, l'engagement des protagonistes, je ne sais pas comment dire. Je vois plus personne, donc c'est un petit peu difficile. Je suis perdue dans mes écrans là, mais du coup je ne vous vois plus. Merci à tous pour votre participation.